Ils vont parler sur la notion de schème, dando l'analyse da atividade des enseignantes ou futuros enseignantes de mathématiques, um regard sur les ressources. Tatiana, c'est un doctorante ici, de IFE, dans IFE, avec la direction de professeur Luc Touche, et Rosilângela, fait le doctorat à UFE, au Brasil, avec un stage de sanduíche ici, sous la direction de Mohamed et professeur Luc Touche. Et les deux vont parler pourquoi ils vont parler ensemble. Ils travaillent sur les activités professionnelles des enseignantes. Katiana travaille sur les activités professionnelles, de développement professionnel. Et Rosie travaille sur les cours un cours pour fonder les pratiques, que fonde les pratiques. Et les deux travaillent dans les vies au fil du temps. Rose cherche sur les formations initiales et Katiana cherche sur le développement professionnel en service. Les deux cherchent dans le contexte d'activité collective aussi. Donc, elles vont parler sur l'utilisation des schèmes dans le contexte d'activité collective, les schèmes individuels dans le contexte collectif, et aussi sur la compréhension des concepts de schèmes dans les pratiques, comme dans un cours que les situations non se répètent, non sont répétitives, et aussi dans l'activité des enseignantes qui n'est pas une répétition de l'activité. Et je vais donner les paroles à les deux. Merci. Donc, juste pour commencer, donc tous les deux, on s'intéresse au développement professionnel d'enseignants. Rosie, elle va travailler plutôt dans la formation initiale, donc ça veut dire qu'elle va faire un travail avec les futurs enseignants des mathématiques. Et moi, c'est plutôt les formations en service, les enseignantes qui sont déjà sur le terrain. On a mené une définition un peu générale qui correspond bien à notre travail sur le développement. Et on dit qu'on considère le sujet comme quelqu'un qui s'adapte au fil du temps en faisant face à différentes situations. Et son développement est compris comme sa propre construction, comme appropriation de l'ensemble des événements vécus par lui-même, par leur donner du sens pour lui-même. Donc c'est une notion très large de développement professionnel. Voilà, comme vous avez vu dans la définition, la notion de situation elle apparaît, et c'est très important pour notre travail. Et selon Varieux, une situation elle est une combinaison des tâches dont la nature et la difficulté doivent être analysées. Donc on peut donner des exemples assez, au début pas complexes pour comprendre l'idée des chaînes. Par exemple, descendre d'un escalier à l'IFE, c'est un exemple de situation. Descendre d'un escalier dans ma maison, c'est un autre exemple de situation. Et descendre l'escalier en général, on peut dire que c'est une classe de situation, juste pour donner une idée plus visuelle des situations. Donc, cette idée des variables, quelque chose varie, mais quand même ça reste des situations voisines. Ça va être toujours descendre l'escalier qui c'est la situation en jeu. Après, ça change l'escalier, ça change un peu la situation, mais quand même ça reste une situation voisine. Ces situations, elles sont définies dans un contexte social. Et ce qui va nous intéresser, c'est comme les sujets, ils agissent pendant cette situation. Et donc c'est là que vient la définition des chaînes. Parce que, par exemple, je peux passer le diapositive. Je peux descendre un escalier au Brésil, descendre un escalier en France. Les escaliers peuvent être différents, ça peut être un escalier en spirale, un peu plus en pente, mais quand même, il y a quelque chose dans ces actions
qui sont en variante. Par exemple, toujours aujourd'hui quand je descends l'escalier, je mets ma main sur les bords, je tiens pour ne pas tomber, ou je fais plus attention à la première marche. Donc il y a plusieurs choses dans cette activité. Ils ont une organisation qui est en variante. Ça ne veut pas dire qu'on fait de la même façon toujours, non. Ça veut dire simplement qu'il y a quelques éléments de cette organisation qui est en variante. Donc c'est là qu'il vient la définition du schème, et le schème est défini par Vergniaud comme une forme variante d'organisation de l'activité et de la conduite pour une classe de situations déterminée. Donc, voilà, c'est l'idée de comment je organise mon action, en sachant que cette organisation elle n'est jamais vraiment invariante, en fait jamais de la même façon, mais quand même il y a toujours des éléments qui se répètent. Bon, ça c'est une définition très générale. Après, Vergniaud il propose une définition un peu plus, on va dire, décodifiée, en présentant quatre composantes. Une composante c'est les buts, par exemple, quand mon but c'est de descendre l'escalier et je fais des anticipations, je regarde la situation, j'imagine des choses avant de commencer mon action. Après, j'ai fait des choses. Donc, ce que j'ai fait, c'est des règles d'action, ce que je contrôle, c'est que je prends des informations pour faire cette action. Après aussi, il y a des choses qui sont par rapport à mes connaissances. C'est ce que je sais ou ce qui est pertinent pour mon action. Par exemple, dans mon cas, maintenant, comme je suis enceinte, pour moi, c'est pertinent de faire plus attention, de tenir plus, d'y aller plus doucement. Donc, chaque sujet, il va avoir une connaissance qu'il va mettre en action dans pour son activité. Et il y a aussi des choses plus locales, qui sont les inférences, qui elles viennent pour réguler l'action. Donc, par exemple, je sais de descendre l'escalier, mais si l'escalier change trop, je vais devoir peut-être amener de nouvelles choses, adapter la situation. Et ça va être un élément pour réguler la situation, adapter des situations particulières. Bon, donc ça c'est la notion générale, mais après, là c'est un exemple simple d'une activité que tout le monde fait. Le problème pour nous, c'est que nous, on va analyser des situations plus complexes qui descendent l'escalier. Donc on va analyser la pratique d'un enseignant. Et c'est là que ça va poser problème, parce que nous, on va vouloir comprendre l'organisation d'une activité plus complexe, comme par exemple préparer une leçon, ou résoudre un problème de mathématiques en utilisant un logiciel, ou apprendre un apport théorique, c'est le cas de Rosie qui leur a commencé la présentation. Et donc, c'est là que ça devient plus complexe, parce que ce sont des situations qu'on n'arrive pas à repérer et à voir plusieurs fois la même situation faite par les mêmes enseignants. Voilà. Et donc, c'est la partie de Rosie. On va revenir dans la discussion après, mais juste pour... Bonjour à tous, je m'appelle Rosie Major-Lucena, mais vous pouvez m'appeler Rosie, c'est simple. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques aspects de ma recherche. La méthorchestration instrumentale, un modèle théorique pour la formation des enseignants de mathématiques. Mes directeurs sont Veronica Gipiriana et Luc Trouche. Ici sont les aspects très importants pour ma recherche, qui fait d'émerger notre travail de recherche. Et le premier point, c'est une formation qui articule l'enseignement d'une théorie, mais une articulation entre la théorie et la pratique. Les deux points, c'est notre intérêt pour l'intégration des technologies, spécialement les technologies numériques, dans les classes de mathématiques. Et les trois points, c'est la possibilité d'élargir la métaphore de l'orchestration instrumentale pour l'adapter à la formation. Nous intéresse l'orchestration instrumentale parce qu'elle est un type d'architecture qui organise et fait de la gestion de l'enseignement des mathématiques avec l'intégration des technologies numériques. Et selon ces trois aspects importants, émerge la méthorchestration instrumentale. Mais qu'est-ce que c'est? Les buts de l'orchestration, de la méthorchestration, c'est concevoir et valider un modèle théorique méthodologique de la méthorchestration instrumentale pour la formation des enseignants de mathématiques, un modèle théorique de l'orchestration instrumentale. C'est le but de la thèse. Et
Pour ça, nous introduisons deux définitions très importantes pour la MET. Qu'est-ce que c'est la méta-orchestration? C'est une gestion systématique et intentionnelle par un agent, le formateur, des artefacts et des sujets, enseignants ou futurs enseignants, confrontés à une méta-situation avec l'objectif de celle-ci s'approprier des concepts d'orchestration instrumentale. Cette définition est basée selon la définition des concepts d'orchestration instrumentale selon Luc Truche. Et autre définition que nous introduit, c'est la métasituation, qui est une séquence de situations articulées avec l'objectif de formation théorique et pratique des enseignants. La séquence est composée de situations de différentes natures, et sont situations de présentation, de discussion des concepts, de l'orchestration instrumentale, mise en œuvre de ces concepts pour le traitement d'une situation mathématique, mobilisant des technologies numériques, réflexion, discussion sur l'activité réalisée et création d'une orchestration instrumentale propre. Cette définition de métasituation c'est basé dans le concept des situations selon Vernier. Voici notre cadre théorique et nous utilisons le concept de situation et la notion de schème selon Vergniaud. Et la notion de schème a été utilisée pour Habardel pour développer la théorie d'instrumentation didactique qui s'intéresse pour la genèse instrumentale. Et nous utilisons aussi le concept d'orchestration instrumentale qui, pour ces modèles théoriques d'orchestration instrumentale, s'intéresse pour l'idée, le concept des situations, la notion des schèmes et des genèses instrumentales. L'orchestration, elle est créée pour favoriser la genèse instrumentale des sujets qui utilisent un artefact avec ces schèmes pour changer d'un instrument qui l'aide à faire quelque chose dans une situation, par exemple. Et pour la thèse, nous intéresse développer, concevoir et valider aussi un modèle de formation pour futurs enseignants avec un modèle de formation qui intègre des technologies numériques à l'enseignement des mathématiques. Et la méta, ça c'est le design de la méta-orchestration. Et ici sont six situations de formation, de formation mathématique et de création. Par chaque situation, il y a une orchestration qui vise à favoriser que les participants de la formation, au fil du temps, ils peuvent réaliser la situation que les formateurs proposaient. Et cette orchestration, elle se passe dans différents niveaux. Par exemple, ici, le niveau théorique, c'est une situation, il y a une situation de formation et une orchestration pour faire sa situation. Les méthodes que nous utilisons, c'est des design experiments pour faire le design de la mère. Et nous utilisons par l'analyse microgénétique et vidéographie qui nous aide beaucoup à observer toutes les activités des étudiants qui participent à la méta-orchestration parce que nous intéresse l'activité des actions pour identifier les schèmes qui est un défi pour nous parce que nous intéresse non seulement l'activité mathématique de l'orchestration zéro, que c'est le corps de la méta-orchestration parce que c'est sa orchestration qui donne des exemples pour comprendre les concepts. Mais nous intéresse aussi les schèmes qu'il y a un lien entre les concepts théoriques, schèmes d'apprentissage de la théorie, comment les participants au fil du temps s'approprient de la théorie. Et pour nous, c'est un défi aussi.
Mais aujourd'hui, je vais partager quelques exemples comment je fais quelques analyses d'un groupe qui a participé dans la méthode d'orchestration. Et le premier point, c'est la structure d'analyse et développement de connaissances des groupes sur l'orchestration instrumentale au fil du temps de la méthode d'orchestration instrumentale. Donc, pour ça, je vais montrer à vous, c'est la structure. De l'analyse. Par chaque groupe qui a participé, nous allons identifier, décrire la situation proposée pour les formateurs, mais peut-être cette situation, les étudiants peuvent changer. Quand l'orchestration est exécutée, il y a un moment et quelques orchestrations que les étudiants changent la situation que le formateur a proposée. Il fait autre chose. Et dans cette seconde ligne, je fais des enregistres, j'enregistre quand les étudiants du groupe font ce changement. Ici, je registre tous les artefacts qui a disposé à les étudiants pour utiliser et faire la situation que le formateur propose. Ici, je sais qu'il y a des schèmes, mais maintenant je ne décris pas les schèmes ni son composant. C'est seul une structure pour comprendre ce qui se passe dans chaque orchestration, chaque activité, pour après commencer la description de chaque schème. Et pour finir, j'enregistre aussi les protocoles d'interaction dans l'orchestration parce qu'ils discutent la théorie dans un forum. Et tout ce travail se passe dans toutes les autres orchestrations. Par exemple, ici, la situation, c'est discuter avec les collègues des concepts d'orchestration instrumentale. Dans un forum, à partir de la lecture du Moby-Doc, c'est un texte avec des médias que nous faisons et donnons à les étudiants pour lire. Et ils vont participer du forum quand ils présentent une question sur la théorie et même quand ils répondent une question des autres collègues. Et ici, nous comprenons qu'il y a beaucoup d'échelles pour faire la situation et aussi que l'interaction dans les forums fait que les étudiants produisent un protocole. Le protocole, c'est autres artefacts qu'ils peuvent utiliser dans notre orchestration. Et tout ce travail, je fais dans les autres orchestrations, des descriptions des les activités des étudiants dans les groupes. Ici, c'est l'orchestration 0. Pour nous, c'est central, c'est très important. Et qu'est-ce que propose l'orchestration 0? La situation s'est construite en bonhomme et suivant un modèle humain, au rapport de la hauteur de la tête à longueur du corps, dans un environnement qui est le GeoGebra, et la symétrie axiale des rapports de proportionnalité doivent être conservés même si nous agrandissons ou diminuons toute partie du corps. C'est la situation. Les étudiants, nous donnons à les étudiants les artefacts qui sont les ordinateurs ou une tablette avec les GeoGebra déjà installés et ils vont faire endu la situation mathématique et quand ils font la tâche de la situation mathématique, autres étudiants vont observer sa pratique, les mises en œuvre. Et ici, nous savons qu'il y a des chaînes, mais après nous avons observé comment
nous faisons des analyses. D'analyse d'un événement, de la situation mathématique d'un groupe. Et pour nous, c'est très important l'identification d'une variance et aussi de discuter les schèmes individuels et des composants partagés des schèmes d'un travail collectif. Et comme première, je montre à vous les mises en scène du groupe, l'organisation, en partie de la configuration didactique. C'est les étudiants observateurs, ils vont filmer et autres vont annoter, par exemple. Ils décident des critères d'observation selon les textes qu'ils ont déjà lus, selon les concepts qu'ils ont déjà étudiés. Et ici sont les étudiants acteurs. Ils travaillent en deux. Pour nous deux, c'est deux personnes qui interagissent pour effectuer une activité donnée de manière collaborative. Ils vont travailler ensemble pour résoudre la situation mathématique qui est construite, et construit les bonhommes. Ils considèrent la symétrie et la modestie dans le GeoGebra. Ici, c'est l'instrument d'analyse que nous utilisons. Et dans cet instrument, nous considérons les sous-bouts parce qu'il y a un objectif pour la situation. La situation est déterminée pour le formateur. Mais quand les étudiants, les deux, vont résoudre la situation mathématique, ils font des divisions, ils divisent la situation en parties pour construire les bonhommes. Ils décident en premier moment, par exemple, pour la unité. Quelle est la unité pour décider les rapports de proportionnalité. Après, ils décident la tête. Après, les membres inférieurs et supérieurs. Et pour les sous-bouts, nous observons qu'il y a des stratégies différentes. Ils sont des stratégies différentes qui nous donnent l'invariance parce qu'il y a des actions ou des invariants opératoires qui les ont maintenues et autres qui les abandonnent. Les couleurs, la légende est ici, mais les couleurs disent que... pardon. On utilise... Les couleurs bleues, c'est des actions que j'ai fait d'enregistrement qui sont communes à les deux étudiants qui font la situation mathématique. Ils partagent, nous comprenons que les schèmes sont individuels, mais il y a des parties du schème qui dans le travail collectif, les deux étudiants partagent. Et par exemple, la discussion que nous observons, parce qu'il y a des vidéos de l'écran, comment ils travaillent, quels sont les outils de GeoGebra qu'ils utilisent, les processus de construction, les stratégies, mais il y a des discussions aussi entre les deux pour définir qu'est-ce qu'ils vont faire. Et une discussion, c'est le format de la tête, parce que nous ne disons pas comment doit être la tête. Et ils décident comment serait, ils sont d'accord. Il y a un moment qu'un des étudiants fait des suggestions et les autres décident suivre la suggestion et fait dans l'ordinateur. Les couleurs rouges, c'est l'action individuelle des étudiants 2, acteurs 2, et les verts des étudiants 1. Et j'observe des schèmes, des aspects, des composants des schèmes à partir des découpages des vidéos qui identifient les sous-bouts après des événements qui sont des stratégies. Et à partir de chaque stratégie, j'observe des actions individuelles et collectives qu'il y a à partir des schèmes qui sont partagés. C'est l'idée. Ici, c'est ça pour montrer que tout le travail de description, nous déjà fait jusqu'à l'orchestration 4.
il y a un intérêt non seulement pour l'orchestration mathématique, pour observer comment il se passe pour le processus de genèse instrumentale, l'utilisation des artefacts pour travailler la mathématique, mais aussi pour les schémas liés à la théorie, les concepts théoriques d'orchestration instrumentale. Mais dans les autres orchestrations, comme je peux voir ces schémas, comme je peux identifier. Et dans les premiers moments, je développe une structure qui identifie toutes les personnes, le sujet qui participent d'orchestration par groupe. J'observe aussi par thématiques qui sont liées à les concepts d'orchestration, par exemple artefacts et instruments, et une thématique. Et je vois comment chaque personne discute, présente, réfléchit et présente sa réflexion sur cette thématique pendant tout le processus de formation d'orchestration instrumentale. Ici, il n'y a pas de schéma, mais ici, il y a la description des actions. Parce que nous comprenons que la description des actions, des activités, comme ils vont faire, après l'observation de quelles connaissances ils utilisent, nous aide après à identifier les schémas. Et ici, c'est par exemple la participation d'un étudiant observateur pendant toute l'orchestration. Qu'est-ce qu'il fait? Ici, il discute sur les textes. Il présente, par exemple, une idée des schémas. Ici, c'est quand il présente un exemple pour comprendre la théorie, cet aspect de la théorie, artefacts et instruments. Il y a dans le texte beaucoup d'exemples, mais il donne son propre exemple pour dire comment il comprend l'artefact et l'instrument. Et pour nous, c'est une idée de schéma parce que dans la mathématique, pour apprendre la mathématique, nous utilisons beaucoup d'exemples pour comprendre et pour montrer que nous comprenons quelques concepts de la mathématique. Il l'utilise pour la théorie aussi. Bien. Pour finir, mes considérations sont que la structure pour faire d'analyse, une manière d'identification des schémas individuels ou même des parties de schémas qui sont partagées. Et que l'identification des classes des situations en jeu est un défi dans les contextes d'activité. L'autre chose, c'est que les groupes réalisés selon les sous-bouts des deux pour l'identification des parties des schémas qu'ils utilisent ou développent sont très importantes pour résoudre la situation mathématique, mais aussi pour discuter, réfléchir et présenter des analyses. Et à la fin, l'identification des schémas pour comprendre la genèse instrumentale d'orchestration 0, l'orchestration qui est centre de la méthorchestration, pour l'appropriation au fil du temps des concepts qui structurent le modèle de la théorie d'orchestration instrumentale. Et ça, c'est que je partage avec vous sur ma thèse. Merci. Tatiana. Comme vous avez vu, la différence, on va dire, initiale entre mon travail et le travail de Rose, c'est qu'elle va travailler avec les étudiantes dans la formation initiale. Et moi, je vais analyser le travail d'une enseignante qui est déjà au collège, qui est professeure, dans le cas que je vais amener aujourd'hui, qui est professeure depuis 25 ans. Donc, la notion de schéma, c'est un concept clé pour l'analyse de la trajectoire documentaire d'enseignant. Je vais définir qu'est-ce que c'est une trajectoire tout à l'heure. Je ne vais pas beaucoup discuter sur les concepts théoriques. Je vais assumer que vous avez déjà beaucoup vu sur les ressources, documents, schèmes et systèmes de ressources, qui sont les concepts clés que je vais utiliser dans mon travail. Le travail documentaire, c'est toujours un processus qui est très important pour nous, un processus continu et dynamique que l'enseignant vit au long de la vie. Et ici, je vais juste mettre en évidence qu'on considère aussi que ce travail documentaire, il est socialement et culturellement situé. Et pour analyser cette partie collective, on invoque les cadres théoriques de Fleck et on va comprendre le collectif comme un collectif de pensée
qui existe dès que deux personnes échangent, deux ou plusieurs personnes échangent. Et dès qu'il y a un groupe de personnes, elles se forment, ces collectifs se forment, ils développent un style de pensée. Qu'est-ce que c'est cet style? C'est la façon que ces personnes travaillent ensemble, les méthodes employées par ces personnes, les problèmes qui sont partagés par ces personnes, les jugements communs qu'ils ont. Donc ça, c'est l'idée des collectifs de pensée. Et quand je parle de collectifs, je parle dans ce sens-là. Après, donc nous, on va s'intéresser à les interactions des enseignants avec les ressources au cours du temps. Et pour ça, il y a trois questions qui sont directrices dans mon travail, des questions très générales encore, qu'il faut un peu améliorer pour la thèse. La première, c'est comment et quels événements amènent les enseignants à développer leur expérience de conception et usage des ressources. Des usages des ressources au long du temps et quels effets sur ces processus. Ça veut dire que au long du temps, il y a plusieurs événements qui arrivent dans la vie professionnelle de l'enseignante qui lui amènent à construire sa façon de créer les ressources et sa façon d'utiliser les ressources. Et on est intéressé à comprendre quels sont ces types d'événements et comment ces événements impactent le travail documentaire d'enseignants. La deuxième question, c'est comment les enseignants développent l'expérience interagissant avec les ressources pour faire face à un nouveau contenu jamais appris, jamais enseigné ni appris. C'est le cas de l'algorithmique et la programmation qui a été intégré à l'enseignement au collège dans la rentrée 2016. Et le troisième point, c'est la dimension collective qui va être transversale à les deux premières questions et qu'on va analyser pour la trajectoire, mais aussi pour cette nouvelle mise en œuvre du programme. D'accord. Donc voilà, ça c'est trois questions très générales. Et pour analyser ça, on développe deux concepts. Le premier concept, c'est le concept d'expérience documentaire, qui pour le moment, on se base dans les études de Pastré, de la didactique professionnelle, et on définit comme l'accumulation et l'appropriation du passé par l'enseignant par rapport aux ressources qu'il utilise et les connaissances développées dans son travail documentaire au long du temps. C'est tout ce que j'accumule, c'est tout ce que j'approprie par rapport à mon passé, avec les ressources. La trajectoire documentaire, on va définir comme l'ensemble des événements individuels ou collectifs qui fondent l'expérience documentaire de l'enseignant. Bon, donc la question qui vient tout de suite, c'est comment analyser les interactions des enseignants avec les ressources au cours du temps. Donc pour ça, on s'inspire de quelques principes de l'investigation réflexive. Ça veut dire qu'on fait un suivi long de l'enseignant et aussi qu'on essaye de motiver cet enseignant à réfléchir sur son travail. Et on mobilise plusieurs outils. Là, par exemple, la visite guidée du système des ressources, où l'enseignant il exploite et il nous montre comment il utilise les ressources et quelles ressources il utilise. Et aussi l'entretien. Je ne sais pas si j'arrête ou si je continue. Est-ce que vous arrivez à suivre quand ça arrive tout ça au même moment? Bon, ok. Donc, on fait aussi des entretiens où on demande aux enseignants de cartographier quelles ressources ils utilisent et pourquoi. Et aussi, on fait des entretiens pour que l'enseignant puisse cartographier sa trajectoire documentaire. Ça, c'est une adaptation qu'on a faite dans notre travail de la même entretien pour cartographier le système des ressources. Aussi, pour regarder ces moments précis, c'est les moments de changement du programme, on filme la préparation des leçons et des progressions par les enseignants. Et aussi, on observe la mise en œuvre de quelques séances de ces contenus. Donc là, c'est une façon qu'on a trouvée à travers ces moments d'entretien, ces moments de mise en œuvre, tout ça, on essaye de comprendre l'organisation de l'activité des enseignants interagissant avec les ressources. Et pourquoi? Parce qu'on analyse l'action du sujet et on croit que la conceptualisation, les connaissances, elles sont élaborées au cours de l'action et à travers de l'analyse de l'action. Donc c'est pour ça qu'on utilise dans le travail la notion des chaînes. Après, comment on fait pour analyser ces chaînes? Comme je dis tout à l'heure, l'activité d'enseignant est très complexe.
On a choisi, comme Sophie a dit, la deuxième option, ce n'est pas l'option entre sexes, c'est l'option 2. On a choisi de définir une classe de situation d'abord, donc une classe de situation X par exemple, ça peut être préparer une leçon, ou ça peut être choisir des exercices pour introduire l'enseignement d'algorithmique et programmation. Ça peut être quelque chose de général ou quelque chose de précis. Et on essaie de décodifier, d'identifier en plusieurs occasions de travail avec l'enseignant les éléments de ces chaînes. Essayer de comprendre, de reconstituer une partie de l'organisation de l'activité du sujet. Pour ça, on mobilise des données du travail réel, ça veut dire la mise en œuvre d'une séance, la préparation d'une leçon, mais aussi des données déclaratives, comme par exemple les entretiens. Et on utilise ce type de données pour analyser deux parties de données. La partie qu'on va dire une analyse dynamique et longitudinale, c'est la trajectoire, et aussi par une coupe dans les moments donnés, que c'est les moments de mise en œuvre du programme. Donc là, je vais commencer par l'analyse longitudinale en vous montrant une première trajectoire. C'est la trajectoire d'Anna, et c'est un professeur qui, comme j'ai dit tout à l'heure, elle a plus ou moins 25 ans de travail en classe, et c'est une professeure du collège, qui on suit depuis 2015. Donc, ça, c'est juste pour montrer, il ne faut pas tout lire, c'est pas possible. Comme c'est complexe, une représentation d'une trajectoire qui représente presque rien déjà, mais quelque chose qui sont importantes pour l'enseignante. Et ici, je vais juste montrer comment on travaille avec ces données. Donc la première chose qu'on fait, c'est comprendre les types des événements qui sont importants et qui sont marquants pour l'enseignante, parce que c'est elle qui a fait la représentation que j'ai montrée tout à l'heure. Donc, en regardant les événements qu'on a à montrer comme étant importants pour elle, parce qu'il y a eu des conséquences sur son système de ressources, on voit qu'il y a une grande partie qui s'évère, la plupart, qui sont les événements liés au travail collectif hors et dans l'établissement. Et pour elle, ça c'est très important, et on peut voir dans son discours, elle a dit « J'ai du mal à travailler toute seule parce que je n'arrive pas à être sûre de moi-même si personne ne donne pas son avis. J'ai besoin de l'avis des autres pour faire quelque chose en vrai. » Donc le travail collectif, déjà pour elle voit que c'est très important dans son pratique, et c'est à nous de voir comment vraiment ce travail collectif va nourrir son activité avec les ressources. Donc, ici je vais juste focaliser dans deux types de collectifs. Le premier collectif, c'est le collectif Sésame, qui c'est un collectif peut-être que tout le monde connaît ici, mais juste pour dire quelques mots, qui discute beaucoup et propose des discussions sur l'enseignement de l'algèbre. En particulier en Sésame, ils ont une ressource très connue, on va dire à Lyon, c'est la mise en train, qui sait élaborer des petites activités pour travailler au début d'heure en classe avec les élèves et travailler une notion de façon progressive. Ça veut dire que chaque jour, on fait une petite morceau de cette notion, et à la fin d'un mois, ou pas un temps précis, à la fin d'un certain temps, tu vas développer une notion avec les élèves. Le plus important de cette activité, c'est qu'il faut mettre les élèves dans une situation de recherche. Et ça, c'est très clair quand on voit, par exemple, les sites du groupe. Ça, c'est vraiment un aspect important pour la création de ces ressources. Un autre collectif qui est important aussi, c'est le travail avec Sandy, qui est une collègue de son établissement, et qui participe aussi de Sésame, et qui en a la plupart toutes ses progressions avec Sandy, et aussi elle travaille ensemble pour les activités de Sésame, elle a la plupart des formations ensemble. Donc c'est un collectif très important dans son travail. Bon, une autre façon d'essayer de comprendre comment et quelles ressources l'enseignante utilise et comment ça a transformé au long du temps, on a demandé à Anna de représenter quelles ressources elle utilisait au début de sa carrière, les 5 premières années, et quelles ressources qu'elle utilise dans les 5 dernières années de sa carrière. Et on essaye d'analyser les transformations dans les deux représentations, bien sûr le discours, tout ce qu'elle a dit pendant l'entretien. Et ici, je vais montrer quelques points aussi, précis, parce qu'il y a trop de choses comme toujours, comme toutes les représentations. La première chose, c'est que le travail collectif dans et hors établissement est désormais plus large qu'avant, puisqu'au début, elle ne participait pas des collectifs, bien sûr, c'était le début, elle avait d'autres choses à gérer de son travail, mais maintenant, elle participe de plusieurs collectifs, comme par exemple les IREM, la PMP et d'autres, qui sont importants pour son travail. La deuxième chose, c'est l'usage des ressources numériques est également élargi grâce à la profusion du numérique, qui
quand elle a commencé, bien sûr, il n'y avait pas beaucoup d'options, c'était 91, donc ça, l'internet, les choses se déboutaient. Et qui là, c'est vraiment structurant dans son travail. Maintenant, c'est vraiment un élément important qu'elle a fait, par exemple la veille numérique pour voir les nouvelles ressources qui sortent en éducation, ou les partages de ressources avec tous les éléments aujourd'hui, Drive, Dropbox, etc. Troisième point, c'est un changement de statut du manuel scolaire, qui au début de sa carrière, c'était très important pour la préparation de la leçon. C'était une ressource qu'elle écrit là, qu'elle a utilisée tous les jours avec les élèves, et qui maintenant, c'est vraiment seulement pour donner aux élèves les exercices d'entraînement. Bon, qu'est-ce qu'on a de cette première partie, la partie plus dynamique, on va dire? On a quelques éléments qui sont invariants quand on pense à la classe de situation, préparer une leçon. Donc quand on pense à cette classe de situation, on voit pour le moment 5 éléments, je pense qu'il y a beaucoup plus que ça, mais au début on voit 5. C'est le travail collectif est un support très important pour développer son système de ressources, notamment la mise en place avec Cézanne par exemple. Les ressources originaires des collectifs formés par les enseignants sont une source importante pour préparer sa leçon. J'ai mis comme c'était elles qui disent, mais bon, c'est juste pour donner l'idée que c'est ses connaissances à elles. Les ressources numériques sont très importantes pour préparer son enseignement et pour travailler avec les élèves. Les manuels scolaires sont un support pour l'entraînement individuel des élèves. Les ressources avec les conseils didactiques sont plus intéressantes pour concevoir ses propres ressources. Et ces 5 choses, elles vont intervenir dans les moments de la préparation pour les changements de programme, pour l'enseignement d'algorithmique et programmation. Et tout ça, ces éléments, on a repéré, comme je disais tout à l'heure, en plusieurs moments d'entretien avec Anna, dans la préparation de la leçon, dans la mise en œuvre, etc. Combien de temps j'ai? Là, juste pour savoir. 10 encore? C'est bon. Donc là, c'est la deuxième partie, qui est l'analyse de ce moment précis, c'est la rentrée 2016, l'enseignement d'algorithmique et programmation. Bon, ici, on va déjà partir. Donc là, avant, on était très général, on regardait toute la trajectoire. Maintenant, on va focaliser sur un contenu, c'est l'algorithmique et la programmation, qu'on va dire les deux ensemble, parce que dans les programmes, c'est proposé comme ça aussi. Et on va regarder plus spécifiquement l'introduction de la pensée algorithmique de la programmation à travers du problème de trier les clés. Pour ça, on a vu la préparation d'une progression en 2016, on a vu la mise en œuvre d'une tâche en 2016, on a vu la révision de cette progression de 2016 en 2007, et on a revu une nouvelle mise en œuvre en 2017. Donc, une chose très importante, c'est que cette préparation, elle est faite collectivement, dans un travail collectif entre Sandy et Anna. Et ici, on essaie de dessiner quelques éléments de ce style de pensée, de ce moment de production ensemble qu'on a analysé. Donc, on voit les méthodes employées dans ce travail de création des ressources. Elles ont pris toutes les décisions ensemble. Elles n'aiment pas proposer des tâches à donner aux élèves issus du manuel scolaire. Elles disent ça pendant la préparation. Mais plutôt des ressources avec des conseils didactiques. Elles ont fait un repérage des tâches possibles pendant toute l'année qui précédait à la mise en œuvre du programme. Et après, elles ont choisi dans le moment de préparation. Il y a quelques jugements communs par rapport à l'enseignement de l'algorithmique et programmation. Elles ne veulent pas donner un cours d'utilisation d'un logiciel. Elles veulent traiter de ces contenus par des petites leçons tout au long de l'année, mais pas comme un chapitre. Pas en disant dans ce moment on s'arrête, pendant 2 semaines on va faire que de l'algorithmique et de la programmation. Non. Elles veulent donner des petites activités. Et elles font ça. Elles veulent proposer des problèmes de recherche pour travailler la pensée algorithmique. Donc, comme vous avez vu, c'est un travail collectif, donc il faut prendre en compte cette dimension qui est très particulière, qui Rosie a déjà présenté un peu. Et nous, on commence encore cette partie, je ne vais pas analyser cette composante, mais une chose déjà, on a en tête, on va dire. On va prendre en considération quelques principes de l'analyse conversationnelle qui, quand 2 professeurs, 2 personnes travaillent ensemble, les comportements d'un en font aussi les comportements de l'autre. Donc quand Anna et Sophie et Sandy sont en train de préparer la leçon, Anna elle fait des choses, elle attend la réaction de Sandy et vice versa, et c'est comme ça que c'est construit. Et pour nous, même si on regarde le travail d'Anna, on va prendre en considération ce que Sandy met en évidence comme étant des règles
des moments de prise d'information pour un A, des moments de règles de contrôle pour un A. Donc ici, dans les prochaines diapositives, je vais vous montrer un exemple de schème, mais avant ça, je vais vous montrer une petite vidéo qui démontre comment ça marche le travail collectif, qui donne un exemple de comment ça marche le travail collectif pendant la préparation. Moi, dans ce que j'avais vu, ce que j'avais bien aimé dans Pixies, tu sais, c'est comme ça que ça s'appelle, l'algorithme, le débranché, ouais. Ils ont les crêpes là, les fameuses crêpes. Les crêpes, parce que c'est compliqué au départ, il faut leur faire compter le nombre de fois où ils tournent pour arriver. Et puis une fois que quelqu'un a trouvé un algorithme, c'est super simple et ça fonctionne. Enfin, donc, qui est déjà la stratégie gagnante d'ailleurs. Et du coup, on pourrait fabriquer des crêpes pour un certain nombre de groupes et les mettre là-dessus vraiment, sur ce problème-là. Par contre, il faudrait appeler ça autrement que le crêpier psychologique parce que sinon, dès qu'ils sont rentrés à la maison, notre problème il est mort. Donc je sais pas, enfin tu vois, on peut imaginer autre chose, mais on pourrait fabriquer en place avec des trucs plastifiés. Bah oui, de toute façon il y a la plastifieuse. Ouais. Avec des couleurs et puis leur faire manipuler. Oui. Il y a une autre activité toujours sur Pixies, c'est compter en binaire. Ouais. Avec les élèves qui se tournent là. Donc ça peut être bien parce que du coup ça fait. Parce que ce que disent les inspecteurs qu'il ne faut pas faire de maths, enfin tu vois, c'est compliqué. Moi, on ne peut pas faire. On reste quand même sur une réflexion. Compteur binaire. Ouais, compteur binaire. Mais moi, compteur binaire, je trouve ça sympa parce que ça permet de retravailler sur. Juste pour donner un exemple, vous voyez, elle a dit moi j'aimerais bien travailler avec l'activité des crêpes, et elle a dit oui, c'est bien, et donc à partir de ça, il a un comportement et les choix qui sont faits. Je pense que donc ça, c'est un exemple de préparation de la leçon. Et ici, j'amène donc un exemple d'analyse des schèmes de cette préparation. Donc là, la première partie, j'ai monté plutôt des invariants parce que c'est ça que j'ai aussi repéré au long du temps. Ici, j'essaye un peu plus parce que j'analyse en plusieurs occasions comment un A, elle a choisi des tâches à donner aux élèves pour introduire l'algorithmique et la programmation. Donc c'est une situation plus particulière et j'essaie de comprendre quel schème elle mobilise dans ce moment. Ou elle est en train de construire ça. Donc les anticipations, donc quand elle est en train de choisir ses tâches, elle a quelques anticipations qui guident son activité. Par exemple, elle veut les amener à faire de la recherche. Elle veut travailler avec la différenciation. Ça veut dire prendre en compte les élèves qui vont plus vite, les élèves qui vont plus doucement. Elle veut travailler avec les activités débranchées. Et qu'est-ce qu'elle a fait pour faire ça? Donc ça, ce sont des attentes par rapport à ces moments de choix. Elle cherche des tâches qui permettent aux élèves de faire de la recherche, bien sûr, pour correspondre à l'anticipation. Elle cherche des tâches ouvertes. Elle cherche des tâches qui n'ont pas besoin de l'utilisation de la programmation computationnelle, vu qu'elle a envie de travailler avec les débranchés. Elle prend en considération aussi les connaissances antérieures des élèves, par exemple la question de la variable informatique c'est différent de la variable en algèbre. Et elle lit les programmes pour faire les contrôles des choses importantes à travailler avec les élèves. Et dans l'autre partie, j'ai essayé de mettre quelques invariants. Je vais souligner surtout 2 invariants. Je pense qu'ils mettent les élèves en situation de recherche et plus significatif pour leur apprentissage. Je pense que le travail avec l'algorithmique, l'algorithme, peut favoriser les situations de recherche. Il est pertinent de faire attention à l'introduction des concepts de variables dans l'enseignement de l'algorithmique. Je pense qu'il faut travailler avec la pensée algorithmique sans être lié forcément à un logiciel. Donc ce sont des choses qu'on voit plusieurs fois dans son discours, parfois, quand elle présente les sources, ou parfois quand elle est en train de décrire l'activité qu'elle a fait avec ses élèves, ou même dans le moment qu'elle a mis en œuvre en classe. Il y a quelques inférences qui, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est cette idée par rapport à chaque situation on repère cette organisation, il y a des petites adaptations. Par exemple, cette année, on a vu la mise en œuvre de l'activité du crépier.
et elle a fait avec le professeur de technologie. Et elle ne voulait pas traiter la question des variables, mais le professeur, il voulait. Du coup, elle a accepté de traiter. Mais elle a dit, bon, l'année prochaine, je ne pense pas que je vais les faire. Comme il voulait, j'ai décidé de les faire. Mais pour cette activité, je ne vais le faire pas. Donc, il y a des choses plus locales qui régulent cette activité. Donc, une chose importante aussi, c'est que cette question de la recherche, on voit beaucoup dans le travail d'Anna. Et pour nous, ça c'est lié, il a un écho en fait, ça c'est lié à son travail en CESAM, parce que pour CESAM, mettre les élèves en situation de recherche, c'est très important. Je travaille avec une autre professeure aussi, qui je n'ai pas commencé l'analyse de données, mais qui elle, par exemple, la façon qu'elle travaille en algorithmique n'est pas du tout l'envie de mettre les élèves en situation de recherche. C'est une autre façon, c'est une façon plutôt de travailler avec les situations ludiques. Et c'est pour ça qu'on en fait qui vraiment, cette partie de mettre les élèves en situation de recherche, c'est lié à la participation au groupe CESAM. Donc pour finaliser, on revient sur les questions. Bien sûr qu'il y a la conversion générale, il n'y a pas de réponse, mais on voit quelques éléments dans le travail d'Anna. Par exemple, une forte présence du travail collectif sur son travail documentaire, notamment CESAM, comme un collectif très important. Le travail documentaire pour faire face à l'enseignement d'un nouveau contenu exige l'exploitation de nouvelles ressources, mais les ressources viennent en général des ressources déjà connues par l'enseignant. Ça veut dire des choses qu'elle a choisi de nouvelles choses, ça c'est vrai, mais des endroits qu'elle connaissait déjà avant, donc du collectif Pixes, donc dans des endroits qu'elle a déjà cherché des ressources avant. Le travail collectif pour Anna est central pour créer et partager ces ressources. Donc il y a plus de questions que de réponses. Donc les questions pour le futur, c'est ce que je disais tout à l'heure, quelle situation prendre en compte, vu que moi j'ai choisi a priori une situation, c'est la situation de préparer une leçon. Quelles autres situations c'est intéressant pour analyser ce travail d'Anna, ou quelles autres situations sont intéressantes pour analyser la trajectoire documentaire dans l'enseignant. Comment mettre en avant la question du contenu mathématique, comme vous avez vu. Je ne parle pas beaucoup de, comme Rosie a montré, l'élaboration du contenu mathématique. Ça, je ne parle pas. Et ça, c'est un peu un avis parce qu'on croit vraiment que dans ce moment des algorithmiques de programmation, c'est un contenu nouveau que les enseignants n'ont jamais enseigné avant. Dans le cas d'Anna, elle avait quelques expériences, mais pas vraiment une expérience d'enseignement. Et donc, beaucoup de connaissances ont été construites et on n'arrive pas à identifier. Quels autres outils développer pour approfondir l'analyse de la trajectoire documentaire? Donc, ce sont des questions à expliquer. On va présenter la partie commune. Pour finir, il y a 3 questions qu'on voulait discuter avec vous. 3 questions en particulier, d'autres pour finir. Comment caractériser les situations et les classes de situations dans des moments très complexes du contexte réel de travail et de formation? Comment analyser les invariances si les situations ne se répètent que rarement? Comment comprendre les schèmes par nature psychologique et individuelle dans le contexte de travail collectif? Ce sont des problèmes qu'on ne va pas résoudre aujourd'hui, mais ce sont des discussions qui sont intéressantes pour essayer d'avancer dans cette analyse. On a quelques pistes de ce qu'on a vu dans notre travail. Donc, Rosie, on va voir qu'il a la notion de métasituation et introduire. Tu peux regarder? Yeah. Les situations sont définies au début de la création de chaque organisation, mais dans l'action des étudiants, définissent sous-situations. Et elle regarde les sous-situations pour identifier les invariances. Moi, je crois que les situations ne peuvent pas être reproduites sous les mêmes conditions, donc logique, ça change, les changements de variables, ça change beaucoup. Donc, elles ont toujours des natures différentes. Cependant, si on prend une classe de situation à la fois générale, comme par exemple préparer une leçon, et la fois spécifique, comme par exemple introduire, chercher des tâches pour introduire une notion, nous pouvons repérer quelques éléments de l'organisation de l'activité du sujet. Et pour décodifier cette organisation, j'utilise plusieurs occasions de travail avec l'enseignant. C'est comme ça que on ça dans ma thèse. Les schèmes, pour aussi les schèmes des deux individus sont identifiés dans le travail collectif et les composantes partagées sont soulignées. Pour moi, les schémas d'une enseignante sont le cœur des analyses. Cependant, quand l'enseignante participe dans le travail collectif,
les énoncés des actions de l'autre enseignante est considéré comme des éléments de prise d'information et de contrôle pour l'activité individuelle. Voilà. Ce sont des éléments qui ont, c'est pas des réponses, mais c'est comment on a pris ces problèmes dans notre travail. Voilà. Je vais vous donner dans mes questions peut-être. Donc ça c'est comment la notion de chaîne nous guide le travail. Voilà, on est ouvert pour les questions. Merci. Merci. beaucoup. Désolée pour les problèmes techniques. C'était plus